Excusez-moi, Nicole, je peux vous aider. Vas-y, Nicole. Oui, j'ai une question concernant la maintenance de ces TNI. Rentre-t-il déjà le contrat de maintenance qui est déjà complet des écoles ou c'est Non, ça va avec le... En fait, comme on est pilote et que ça, comment dire, ça a séduit cette société qui, bon, derrière, il y a certainement une idée quand même après de placer d'autres tableaux, eh bien, c'est un pack. C'est un pack. Donc on a établi un premier tableau dans un premier temps pour des coûts collectifs, et puis ils se sont proposés de mettre à notre disposition un deuxième tableau, mais à titre purement gratuit. Et c'est la raison pour laquelle on établit cette convention, parce qu'il ne faudrait pas que le tableau soit détruit, après c'est pour des histoires d'assurance. C'est d'en assurer la maintenance, c'est ce que vous demandez. Oui. La convention, c'est pour se faisait voler que... En cas de réparation, s'ils tombent en panne, etc., c'est la société qui prend en charge. Oui. Ouais. D'accord. Bon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, moi je voulais juste faire une remarque. Attendez, Madame Malaquin. Non, je voulais juste dire que je me réjouissais qu'on puisse mettre à disposition du plus grand nombre des tableaux numériques, parce que apprendre le solfège et la formation musicale dans ces conditions, je pense que ça doit être intéressant. Je suis passée près d'une école il n'y a pas longtemps et j'ai regardé ce qu'ils faisaient sur un TNI, c'est quand même autre chose, et donc j'imagine que apprendre le solfège dans ces conditions, ça doit été le rêve de notre enfance. Nous qui avions trouvé ça si dur quand nous étions plus jeunes. Monsieur Galassi. Oui, sur la durée de la convention, il est inscrit pour une durée d'1 an. Et c'est indiqué du 15 novembre au 31 août. Est-ce que ça pose un problème de légalité? Alors, quelle est la bonne version de ce texte? Ah, il y a une version définitive, excusez-moi, je n'étais même pas informé. C'est une durée pour 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'est pour 6 mois. 6 mois, jusqu'à la fin de l'année scolaire, solfège. Fonctionne en année scolaire au lieu de fonctionner en année civile. Ok. Donc, pas d'opposition? Alors, convention de mise à disposition de la salle polyvalente du lycée des 7 mars. C'est toujours Madame Marceau. Alors il s'agit cette fois de signer une convention qui va permettre au conservatoire d'utiliser la salle polyvalente du lycée des 7 mars. Alors soit pour des répétitions ou pour des manifestations musicales. Ce sera le samedi matin, pas obligatoirement tous les samedis matins, et tout au long de l'année. Alors, jusqu'à présent, c'était le conservatoire qui accueillait les lycéens, notamment dans le cadre de l'option musique pour le bac, ou encore pour la chorale du lycée, ou encore le concert de fin d'année. Et après que nous ayons rencontré M. Caleraval, qui est pour la 2e année en poste en qualité de proviseur, ce dernier a souhaité justement que l'on soit un petit peu plus, d'accentuer l'interaction entre les deux institutions, c'est-à-dire entre le conservatoire et le lycée. De fait, il s'est proposé de mettre à notre disposition cette salle polyvalente qui a une capacité d'accueil de 150 personnes. Et en signant cette convention, en fait, là aussi c'est pour des questions de sécurité et d'assurance, cela permet finalement aux élèves du conservatoire d'aller au lycée et d'être couverts par une assurance. Des questions? Un partenariat intéressant entre les deux établissements, et nous ne pouvons que nous réjouir de cette signature. Alors, personne n'est contre, tout le monde est pour, merci. Développement durable, Lucille. Donc là, il s'agit de reconduire une convention qu'on a avec l'agence locale pour l'énergie, qui nous permet en fait depuis quelques années de mettre en place une série d'actions. Il y a plusieurs volets. Le volet principal étant celui des conseils apportés aux habitants sur la maîtrise de l'énergie sous la forme de permanences qui se tiennent en mairie. On a un volet également précarité énergétique avec l'accompagnement du programme Habiter mieux, qui permet aux personnes modestes en fait d'avoir une enveloppe financière de la commune, du département et de l'ANA pour rénover leur habitat. Et on lance là très bientôt des visites à domicile
à destination des personnes fragiles qui ont de trop fortes consommations, mais qui ne sont pas en capacité de faire des travaux, par exemple parce qu'ils habitent en collectif, qu'elles n'en ont pas la maîtrise, mais néanmoins pour lesquelles on peut travailler sur une réduction des consommations d'énergie quotidiennes par le biais en fait, d'une étude approfondie et personnalisée de leur habitat et de quels sont les appareils qui consomment trop, comment on peut réduire cette consommation au quotidien, et avec la livraison également de petits équipements économes en énergie. Voilà, et puis un volet aussi d'accompagnement des copropriétés, puisqu'on sait que c'est un sujet un peu compliqué, la rénovation énergétique des copropriétés pour des raisons réglementaires, mais également aussi pour des raisons de ressources des habitants qui ne sont pas forcément en capacité de participer à des travaux de rénovation de leur immeuble. Du coup, en fait, la municipalité propose d'accompagner sur un plan logistique ces copropriétés, notamment en demandant à la LEC de faire un diagnostic énergétique au préalable et un plan de travaux avec les financements à l'appui pour permettre à ces copropriétés de se lancer dans la rénovation énergétique. Voilà en gros les 3 volets. Au niveau du montant de la convention, elle est inchangée cette année, donc voilà, c'est la même. Est-ce que vous avez des questions? J'aurais bien aimé savoir combien de personnes venaient dans ces... J'ai vu qu'il y avait 44 jours d'intervention. C'est des journées, des demi-journées Et puis savoir combien de personnes ça avait intéressé, est-ce qu'un bilan a été fait avant de reconduire la... On a fait un bilan il n'y a pas très longtemps et malheureusement je ne l'ai plus en tête. Voilà. Je ne sais plus. T'as une idée, Anne? Je ne me souviens plus. On avait fait un bilan année par année. En fait, on s'était aperçu que le nombre de personnes qui venaient en permanence augmentait, donc c'était plutôt bon signe. On avait fait aussi un petit bilan pour savoir si après elles engageaient des travaux, ça nous intéressait quand même. Mais je n'ai pas, pas sous les yeux. Je l'ai dit, tu pourras peut-être le communiquer à l'occasion, parce que c'est intéressant. Mais ce qu'on sait qui est assez intéressant, c'est que les gens qui viennent en permanence sont des gens qui déjà ont décidé d'engager des travaux. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui nous échappe, ceux qui n'en ont pas vraiment les moyens. Parce que ceux qui viennent en permanence, ils ont déjà en général fait un devis, ils ont étudié les sujets, ils ont une enveloppe financière et ils viennent vérifier si le devis des privés tient la route. Ce qui est important parce que ça évite de se faire avoir. Donc ça, c'est le conseil personnalisé. Mais ceux qui n'en ont pas les moyens ne se déplacent pas en mairie parce qu'ils ne vont pas entamer de travaux. D'où en fait cette action que je vous ai évoquée très rapidement consiste à aller au domicile des personnes très fragiles en prenant en fait le fichier des aides énergie, on va commencer par là, pour voir comment réduire la facture de manière pragmatique, sans travaux. Voilà. Et là, ça concerne plutôt le collectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voulais savoir si l'espace Infoénergie est intervenu pour conseiller dans la réhabilitation du quartier des Friches. Non, c'est une opération globale qui a été, je vous l'ai expliqué l'autre jour, faite en mai, le mois de mai qui a suivi la dernière élection. Donc, Toi et Joie a présenté le projet global, et on a présenté ensuite à la cellule Infoénergie, on a présenté ensuite ce qui a été fait pour avoir une expertise, parce que nous, on n'est pas capable de faire l'expertise nous-mêmes. Donc ils ont été associés, mais l'initiative de l'opération, c'est une initiative Toi et Joie municipale. Et ensuite, la cellule Infoénergie, et en particulier l'architecte du CAUE, a permis de vérifier, enfin de constater la véracité des solutions trouvées, proposées, avec à la fois leur richesse et puis leurs difficultés, dues surtout à l'architecture ultramoderne de 1980, qui fait qu'il y a des cages d'escalier qui sont en plein vent, parce que c'était à l'époque et qu'on avait anticipé le réchauffement climatique. Je rajoute juste un truc, l'idée générale en fait de départ elle est importante, c'est d'éviter en fait de laisser les ménages entre les mains des vendeurs. Et eux ils sont très présents sur le terrain.
Et d'autant plus quand ils ont appris qu'on avait un agenda 21. Et donc certains venaient, photovoltaïque, pompe à chaleur, etc., en disant qu'ils étaient envoyés par la mairie. Voilà. Et du coup, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on instaure quelque chose qui permet aux habitants d'avoir des conseils neutres, voilà, et pas délivrés uniquement par les commerçants. Et j'ajoute qu'on a fait la même opération avec la société Édificate sur l'immeuble qui est rue du Val-d'Essonne, à côté des Parentèles, où là aussi il y a eu une opération de rénovation thermique, alors demandée par les habitants et par nous-mêmes, acceptée par le promoteur non sans difficulté, mais après consultation et conseil de la cellule énergie de la commune. Monsieur. C'est une belle convention, parce qu'elle conjugue des notions de solidarité, des notions d'économie d'énergie, et on prend en compte les gens qui sont dans la précarité énergétique, comme le disait Lucille. La question qui me vient à l'esprit, parce que des fois, même en conjuguant des valeurs que nous défendons certainement toutes et tous ici, on arrive sur certains paradoxes. Lorsque les gens sont en précarité énergétique, ils sont dans une réflexion généralement à très court terme, qui va jusqu'à savoir comment on va payer la facture d'énergie, que ce soit du fioul, du gaz, de l'électricité. Ils ne sont pas dans une réflexion, je le pense en tout cas, et je poserai une question derrière, ils ne sont pas dans une réflexion qui s'installe dans un moyen, voire un long terme, de savoir comment, avec un retour sur investissement, on peut engager des réflexions. Alors j'ai bien entendu ce que tu avais dit dans une deuxième partie, de savoir comment en l'état on pouvait diminuer la facture, mais la question que je pose c'est, y a-t-il eu quand même, en dépit de cela, des gens qui, en précarité énergétique, ont pu engager des travaux, et combien? Pas de travaux, mais combien de personnes concernées? Alors, il y a des gens qui sont en situation de précarité. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle la précarité énergétique. C'est un peu, voilà. Si effectivement on l'a défini par le taux d'effort, à savoir le montant en fait, consacré à l'énergie dans le logement par rapport aux revenus, ça s'appelle l'effort énergétique, ça ne concerne pas que des ménages très modestes. Il y a effectivement des ménages classe moyenne qui sont du coup, si on prend ce critère, en situation de précarité énergétique. Il y a aussi des gens qui ont des consommations très faibles, mais qui ne se chauffent pas. Plus difficile à estimer, c'est des phénomènes de restriction. Donc ils ont des petites consommations, mais ils souffrent d'inconfort thermique. Et là, c'est une situation aussi à prendre en compte. Du coup, pour répondre à ta question, quand l'ANA a mis en place ce fonds, qu'on appelle Habiter mieux, pour venir en aide aux personnes modestes et très modestes, en situation de précarité énergétique, elle s'est aperçue qu'elle avait mal estimé son montage, puisqu'il s'agissait d'une aide financière, mais d'une incitation, et pas d'un 100%. Et que les personnes très modestes, si ce n'est pas un 100%, elles ne mettront pas 2000 € sur la table, même pas 1000 €, même pas 500, même pas 100. Elles mettront. Du coup, en fait, les très modestes échappent aujourd'hui à ce programme de l'ANA de rénovation énergétique. Alors, ils ont rehaussé les plafonds pour toucher d'autres personnes qui, eux, effectivement, rentrent dans le programme, mais qui ne sont pas les très modestes. Du coup, ce qu'on propose aujourd'hui, nous, pour les très modestes, c'est effectivement ces visites à domicile pour une réduction de facture sans travaux. Oui, la dernière question. Merci. Et dernière question, mais qui est corrélative, c'est si on tombe sur un foyer qui décide de procéder à une remise en question et à une reconstruction en termes énergétiques, enfin, pour atteindre la consommation d'énergie, l'ANA sur 100 € payés par le propriétaire, combien l'ANA met-elle? Quel est le montant d'aide, le pourcentage d'aide? C'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est pas que l'ANA. C'est-à-dire que l'ANA, en fait, a des fonds qui ensuite sont alimentés aussi par le département. Nous, la commune, on a 500 € qu'on met aussi pour chaque dossier. Donc en fait, c'est des aides multiples qui, au final, permettent en gros d'atteindre les 10 000 € en moyenne. Voilà. Sur une opération en moyenne? Sur une opération, alors ça peut être du 100% quasiment, puisqu'on s'est aperçu, alors il faut que les ménages atteignent 25% de gains énergétiques. Ça, c'est la condition du programme. Et en fait, il y a quelques petits dossiers où les ménages, avec 10 000 € de travaux, réussissent à atteindre les 25%.
En général, c'est parce qu'ils avaient un mode de chauffage très très déficient. Et c'est en changeant le mode de chauffage pour une chaudière à condensation, par exemple, qu'ils parviennent à atteindre ces 25%, avec un retour sur investissement du coup qui est rapide, 10 000 €. Mais c'est vrai qu'en règle générale, une rénovation de logement, c'est rarement moins de 20 000. Voilà. Donc c'est pas un pourcentage, vous avez compris que c'est un plafond. Ça nous faut. Alors, on avait déjà débattu à plusieurs reprises, le projet est tout à fait séduisant, l'idée est géniale, la réalisation est vraiment optimum. La question qu'on avait posée, que je repose, c'était le problème de signalement à la commune par l'EDF. Et je voulais savoir si c'est toujours le même mode de signalement, à savoir quelqu'un qui ne réglait pas sa facture. Et c'est là où ça me pose un petit problème, parce qu'il y a des gens qui ne règlent pas leur facture pour d'autres raisons. Il y a des gens, c'est un mode de signalement qui me semble optimisable, parce que ça peut être gênant pour un certain nombre de personnes. En termes clairs, toute personne étant en retard de paiement est signalée par l'EDF. C'est gênant. Alors, quelles sont les conditions pour être repérées par la mairie? En fait, moi, après, je te laisserai peut-être la parole, Florence, sur le sujet, mais moi, je trouve que c'est un système plutôt intelligent qui permet d'éviter les coupures. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a des impayés, les services sociaux sont avertis et mènent l'enquête. Si c'est un oubli, moi, ça m'est déjà arrivé d'être appelé par les services sociaux parce que je n'avais pas payé. Voilà, c'était un oubli. Voilà, j'ai dit c'est un oubli. Ça permet de venir en aide à ces personnes qui sont en situation d'impayés pour des raisons de fragilité financière, de précarité, parce qu'ils sont en situation de chômage à un moment donné et qu'ils ne peuvent plus payer leur énergie. Il faut quand même considérer que c'est une dépense incompressible si on considère qu'on a tous droit à un confort minimum. Donc du coup, on a mis en place des aides énergie qui permettent pour ces personnes fragiles de continuer à conserver un confort minimum. Sachant que l'inconfort, c'est aussi à un moment donné la maladie, enfin ça va très vite. C'est l'isolement social, la précarité énergétique, c'est l'isolement social, et c'est aussi la maladie, l'asthme, etc. Donc après, toi, ta question, c'est de dire on peut être en situation d'impayé pour d'autres raisons. Mais du coup, en appelant la personne, on le sait. Si c'est un oubli, par exemple, on le sait. Et puis rien ne nous empêche de faire une enquête sociale sur les situations que vous avez. Mais en général, il faut savoir que tout s'enchaîne dans cette histoire. On a plusieurs systèmes d'alerte. On a un système d'alerte quand les familles ont des enfants, ça se répercute automatiquement sur la cantine. C'est la première chose qu'ils ne payent pas. Ou les centres de loisirs, etc. Alors il y en a toujours qui vont passer en dehors de toutes les mailles, mais justement, on passe après la maille ultime, c'est l'EDF, parce que tout le monde est obligé d'avoir du courant et de consommer. Mais on a d'autres systèmes de corrélation. Alors s'ils ont un problème avec l'EDF, s'ils ont un problème avec le service des régies, etc., on a vite fait de croiser, de déclencher une enquête sociale et ça se sait tout de suite. Maintenant, si c'est par exemple quelqu'un comme la Cantarif qui d'un coup ne paye pas une facture, il est bien entendu qu'on ne va pas se déranger pour ce genre de choses. Donc il y a toujours une enquête sociale qui vérifie la réalité des choses, et que ce ne soit pas un oubli, mais en général il y a un faisceau de choses. Quand les gens sont à la facture EDF, c'est le dernier truc qu'ils ne payent pas. Ils ont avant pas payé la cantine, ils ont avant pas payé tout un tas de choses. Et bon, on n'êtes vraiment pas, c'est exceptionnel, on n'êtes vraiment pas des gens qui trichent. En même temps, là, on est loin de habiter mieux. C'est pas la même chose. Non, pour habiter mieux, ça devrait plutôt considérer des gens qui sont en pavillon, etc. On en a quelques-uns et on est en train de voir avec eux. C'est un petit peu difficile de leur faire envisager des travaux avec une certaine somme, surtout quand ils commencent à avoir un certain âge. Je pense que ce que veut dire Jean, c'est qu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas envie d'être repérés, c'est ça? Il n'y a pas ça, il y a aussi tout un tas de gens qui ont des soucis avec l'EDF, je ne sais pas, des contentieux, des contestations de factures, etc. et qui retiennent ou à un décalage ne paient pas tout pour des raisons bien précises. Et c'est
bizarre qu'effectivement l'EDF ait la possibilité de systématiquement déverser sur la commune toutes ces informations. Je trouve qu'on confine un peu à l'intérêt au domaine privé, au domaine personnel. Donc c'est tout. J'aimais simplement cette réserve. On en avait parlé déjà la dernière fois, et je pense qu'il y a un petit côté un peu gênant là-dessus. Moi, je trouve que c'est à la fois une réserve valable et à la fois il y a aussi pas mal de gens qui sont invisibles des guichets sociaux parce qu'ils ne vont pas oser faire la démarche. Et qu'effectivement là c'est une manière de les repérer. Je pense que les services sociaux le font avec beaucoup de précaution. Et qu'à un moment donné, c'est une manière de leur dire on est là pour vous aider. Vous n'avez pas osé le faire, et ils sont nombreux à ne pas oser faire appel aux guichets sociaux. C'est une manière de leur tendre la perche, que je trouve plutôt intelligente. On a des engagements maintenant avec l'EDF, etc. Par rapport à ça. Qui eux travaillent aussi sur le plan social. Oui, bien sûr, l'aspect social, il n'y a pas de problème. Et les autres, on ne s'en occupe pas plus que ça. Oui, j'ai bien, mais c'est vrai. Peu importe, on ne va pas aller le mettre sur la place publique, le nom des personnes qui ont oublié ou qui... J'ai bien compris, j'ai dit que la mesure était bonne, je dis simplement qu'il y a des risques de dérive de la part des prestataires EDF et EDF qui, pour une raison X ou Y, vont lancer et diffuser aux communes tout un tas d'informations qui, pour certains, ne souhaitent pas être distribuées, c'est tout. Maintenant, j'ai bien compris qu'il y avait un intérêt, je ne conteste pas l'intérêt, je dis simplement qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de dérive parce qu'il y a quand même un côté personnel. Oui, mais il y a un devoir de réserve de chaque... Oui. Excusez-moi, mais j'avais posé une question. Combien de logements ont été concernés en restructuration énergétique l'année dernière? Je ne parle pas de ceux qui ont trouvé une solution à l'intérieur du fonctionnement. Combien de logements ont sollicité ces fonds, précisément? Ah, tu parles d'Habiter Mieux? Pardon. Oui. Habiter Mieux, en fait, alors de mémoire, il y a là un dossier qui vient d'être accepté, c'est la fête. Voilà. Et 3 en études. Voilà. Donc c'est accepté, 3 en études. Voilà. Ça fait 4 logements qui pourraient... Voilà, sachant que Maurepas, je crois avec les Mureaux, est la seule commune des Yvelines à avoir conventionné. Donc, pour de vrai, ils peinent. Parce qu'en fait, c'est des ménages difficiles à repérer. Les propriétaires modestes, effectivement, alors eux, ils sont invisibles des guichets sociaux. Il y a vraiment un problème de repérage qui est extrêmement compliqué. On a quand même proposé, mais après, c'est l'engagement sur des travaux et tout, ça fait peur à des gens qui ont Et puis je vous montrerai un jour les dossiers Habiter Mieux, hein, c'est 73. Hein. C'est une usine à gaz. Il faut aussi derrière du personnel pour aider à remplir le dossier. Combien à disposition? Bon, écoutez, l'essentiel, c'est que cette mesure s'applique au nous en acceptant le partage de la discrétion, et puisque personne n'est contre, je vais donner la parole à l'autorité du poids, et ensuite on passera au vote. Non, je voulais juste compléter les propos de Lucie Méguetal. C'est qu'effectivement, dans les dernières statistiques de l'Observatoire des inégalités qui ont été citées mercredi 6 novembre, donc c'était hier, 68% des personnes qui sont éligibles donc, au tarif de première nécessité EDF ne le réclament pas en fait. Donc c'est bien en fait de repérer ces ménages-là. Et également pour répondre à M. Sandoufori, ce qui est intéressant quand même, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Donc en même temps, les signalements, c'est un petit peu le même principe que les signalements du préfet quand il y a des mois d'impayés de loyer. Le but, c'est plus la prévention que la traque ou... Je suis pas d'accord. Voilà. Il faut faire attention au risque de dérive. Et que constituer un fichier qui peut toujours se constituer dans ces cas-là, ça peut être gênant aussi. Et savoir le nombre de personnes concernées au total, qui est quand même très faible, je trouve que c'est... Il faut voir aussi l'efficacité des mesures. J'ai un peu un doute. Bon, une fois que tout est dit, qui est d'accord pour signer qui n'est pas d'accord pour signer cette convention? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, convention avec le MLC pour les journées découvertes arts et loisirs. Hervé. Je le présente. Bon, l'OMLC fait comme l'OMS des journées découvertes pour les enfants en matière de culture pendant les petites vacances scolaires. Donc, nous leur